Tu veux être une maman en forme sans pour autant te perdre en chemin? Découvre comment mon invité brise les stéréotypes de la maternité et t'apprend à t'épanouir au quotidien. Bienvenue dans Mangerie M, le podcast qui redéfinit ta relation à l'alimentation et à ton corps pour une vie plus épanouissante et authentique. Je suis Chloé De Smet, diététicienne holistique avec plus de 20 ans d'expérience. J'aide les femmes lassées des régimes à abandonner les méthodes restrictives pour une approche plus complète et respectueuse d'elles-mêmes. Si tu cherches à réguler ton poids, apaiser ta relation avec la nourriture et comprendre ton corps, tu es au bon endroit. Mangerie M, c'est un nouvel épisode inspirant chaque lundi dès 7h sur ta plateforme d'écoute préférée. Et pour ne rien manquer, pense à t'abonner. Reste bien avec nous, tu vas adorer ce que nous avons à te partager dans cet épisode. Bonjour à toutes et bienvenue dans cet épisode du podcast Mangerie M. Aujourd'hui, je suis super heureuse de recevoir une invitée qui est personal trainer et qui fait des vagues dans l'univers du bien-être maternel. Non seulement elle est une source d'inspiration pour les mamans, mais elle apporte aussi un vent de fraîcheur à l'idée de ce que signifie vraiment prendre soin de soi quand on a des enfants à la maison. Alors, si tu es une maman qui a du mal à concilier bien-être et vie de famille, cet épisode est pour toi. Je suis ravie d'accueillir ce matin Clarisse van den Dorp. Bonjour Clarisse. Bonjour Chloé, merci beaucoup pour l'invitation. Ah, c'est mon grand plaisir à moi, merci d'avoir accepté et tu sais, on travaille un petit peu dans le même domaine, même beaucoup dans le même domaine, toi avec tes spécificités de justement bien-être physique, fitness, et puis moi avec ce penchant sur l'alimentation, et donc on se croise assez régulièrement et on se voit sur les réseaux sociaux et puis on n'est pas loin l'une de l'autre, donc on se voit dans la vraie vie aussi. Donc je suis vraiment très contente que tu aies accepté mon invitation. Et je voudrais qu'on te présente un petit peu à mes auditrices qui ne te connaissent pas encore. Comment tu es venue justement à cette carrière dans le fitness et puis plus spécifiquement après vers le bien-être des mamans? Comment ça a commencé? Est-ce que tu as toujours voulu être coach? Est-ce que à quel moment c'est venu en fait? Bien, merci pour tes questions et bonjour à toutes. Je suis très heureuse d'être là avec vous ce matin. Et donc, mon histoire, en fait, elle a commencé très très tôt. Alors, je ne me souviens pas de tout. C'est ce que mes parents et mes grands-parents m'ont raconté. Très jeune, je regardais quasiment la plupart des événements sportifs avec mes grands-pères. Que ce soit le tennis, le Tour de France, la Formule 1. Je suppose qu'une certaine passion est venue de là. J'ai très vite été très active. Apparemment, je pense qu'à 8 mois, je marchais, au plus grand bonheur de mes parents, puisque j'escaladais mon lit à barreaux et j'en sortais. Donc voilà, le mouvement a toujours été quelque chose d'inné chez moi, où j'y ai très vite trouvé mon domaine, mon refuge, mon bien-être. J'ai commencé le tennis, je pense, j'avais 6 ans. Et j'étais vraiment dans ma bulle, dans mon monde. C'est là où je pouvais être moi, parce que enfant, en fait, je ne me retrouvais pas spécialement dans les autres enfants. Voilà, j'ai très vite compris que j'étais différente, que j'étais pas intéressée par les jeux de filles entre guillemets. Voilà, moi les poupées, les Barbie. Enfin, même si à l'heure actuelle, on est beaucoup plus ouvert par rapport à tous ces jeux-là. Moi, ce qui m'intéressait, c'est d'aller jouer avec les garçons, jouer au foot, jouer à touche-touche et d'être vraiment dans le mouvement, parce que là, j'osais être moi-même. Et donc, j'ai fait énormément de sport, surtout du tennis. J'ai essayé de convaincre mes parents de m'inscrire à l'école de tennis à Mons, ici en Belgique. Je n'ai pas réussi parce que voilà, je pense que comme tout parent, on s'inquiète, et on veut que ses enfants réussissent et un bel avenir, ce qui est normal. Je ne leur en veux pas du tout. Qu'on a un vrai métier, quoi. Oui, voilà, ce vrai métier. Et aujourd'hui, j'ai un métier que j'adore, même si voilà, mon grand rêve était de gagner Roland-Garros. Bon, peut-être que je le gagnerai, mais dans une autre catégorie, je n'en sais rien. Mais ça sera pas plus tard.
Et voilà, ça a été une évidence au fait de vraiment me lancer dans des études dirigées sur le sport, Mhm. surtout après mon année en Australie, donc après Ah ouais. mes secondaires en Australie. Et là, il n'y a rien à faire. Ils sont 10 ans en avance par rapport à nous, Mhm. par rapport à tout ce qui est santé, bien-être, fitness, vraiment tout ce domaine-là. Et comme j'étais avec des amis qui visitaient les universités dans lesquelles ils allaient aller, j'en ai profité pour visiter des universités et découvrir en fait la nutrition notamment, le bien-être, la Mhm. santé, l'accompagnement global. Et Ouais. voilà, c'est là que j'ai su que ce que je voulais faire en fait, c'était vraiment accompagner les personnes dans leur globalité et pas Mhm. juste sur le sport ou juste sur l'alimentation. C'est vraiment prendre la Ah personne ouais. dans son ensemble Mhm. pour qu'elle se sente bien dans tous les domaines de sa vie parce que Mhm. pour moi, euh, ce qui est important, ma mission à l'heure actuelle, c'est que toutes les personnes que j'encadre se lèvent le matin en se sentant bien dans leur corps, Mhm. mais également dans leur tête, et qu'elles Ouais. transfèrent ça à leurs enfants, qu'elles leur montrent que c'est Mhm. la normalité Mhm. d'être bien. Et, et en étant bien, qu'est-ce qu'on fait? On répand plus d'amour, de bienveillance et de respect. Et Ouais. quand j'entends encore, par exemple, les événements à l'heure actuelle, notamment dans la bande de Gaza, Mhm. ça me renforce au fait à faire ma mission et à me dire, Mhm. voilà, moi je veux un autre monde pour nos enfants. Ouais. Euh, et c'est vraiment grâce à cet accompagnement holistique au fait Mhm. que je participe à ma mission. Mhm. Et Mhm. donc, c'est pour ça que je suis très vite rentrée dans le milieu du fitness, Mhm. où j'ai travaillé dans une salle de fitness pendant 7 ans, Ouais. ce qui m'a permis d'augmenter mes compétences, bon nombre de formations aussi, d'améliorer même tout ce qui était contact client, coaching. J'ai Mhm. géré une équipe, enfin j'ai même quasiment été jusqu'à gérer l'entièreté du centre, donc j'ai acquis Ah ouais. énormément de compétences. Mhm. J'ai donné des cours collectifs aussi, donc tout ce qui est Ouais. gestion de groupe, motivation, Ouais. encouragement, tout ça. Et puis un jour, voilà, nos chemins se sont séparés parce que ma vision n'était plus en accord avec la leur. Et c'est comme ça, on n'est pas tous obligés Mhm. de fonctionner de la même manière et je Mhm. respecte. Et donc j'ai décidé de me lancer à mon compte. Donc ça va faire quoi maintenant? Ça fera 5 ans en janvier dans Ouais. quelques mois. Mhm. Euh, et donc, le début de mon lancement dans mon activité professionnelle correspondait au début de ma grossesse. Et c'est là où mon activité professionnelle a pris un tournant, vraiment axé sur la grossesse et sur les mamans. Pourquoi? Mhm. Parce que lors d'une des premières visites gynéco, je lui ai posé la question de l'activité physique. Et là, elle m'a répondu, bah, c'est vous qui devez savoir, vous êtes dans le domaine. Et donc, j'ai été un peu interloquée par la réponse. Euh, et je lui ai dit, ben non, je ne sais pas. Je ne sais pas. Parce que nous, en éducation physique, on n'avait pas vu tout ça et c'est pas des sujets Mhm. qui sont fortement développés, même dans les formations de fitness, du tout, loin de là. Ouais. Donc je me suis dit, bah ok, si moi, qui suis dans le domaine, je ne sais pas, ça doit être le Mhm. cas de quasiment, on va dire 95% des mamans. Ouais. Et donc je me suis lancée dans des formations. Je me suis formée sur ce thème-là et je suis d'ailleurs Mhm. maintenant devenue formatrice pour les coachs sportifs, donc en tout ce qui Ah ouais. est coaching pré- et post-natal. Mhm. Comme ça, ça assure aussi une qualité de suivi pour toutes les futures mamans et toutes les mamans qui veulent se Génial. faire encadrer aussi correctement. Excellent. Et puis, donc ça, c'est le premier tournant que mon activité a pris. Et puis le deuxième, ça a été vraiment après le Covid, Mhm. euh, où là, j'ai entre guillemets été forcée de m'arrêter. Ouais. Je suis restée donc seule à la maison avec les deux enfants. Mhm. Donc Liam, qui est mon beau-fils, qui va maintenant avoir 12 ans, mais du coup à l'époque il en avait 9. Oui, c'est ça, il venait Mhm. d'avoir 9 ans. Et Mhm. la petite, donc Charlie, qui avait à peine 8 mois. Ouais. Et donc Et ça, c'est là, sportif aussi? c'était très très sportif parce que deux enfants donc avec des besoins différents. Mhm. Euh, et donc pas évident en termes d'horaire, en termes d'activité, en termes de charge mentale.
Ouais. Et c'est du coup à ce moment-là que j'ai une belle dépression postpartum qui m'a sauté au visage, Ouais. qui est aussi arrivée suite à un événement dans ma famille. Donc, et c'est souvent connu qu'il y a des éléments déclencheurs. Ouais. Et c'est surtout venu parce que j'avais très vite repris le travail après 11 semaines. Que voilà, j'ai pas du tout été accompagnée par d'autres professionnels du domaine quant à ma reprise de travail, quant à tout ce que j'ai ressenti quand j'ai été déposer ma fille et qui avait à peine 3 mois à la crèche. Enfin, voilà. Là maintenant, 3 ans plus tard, enfin même 4 ans j'ai envie de dire, on en parle beaucoup plus. On parle de tout ça, mais il y a encore 4 ans, au fait c'était juste normal quoi. Voilà. Il y en a d'autres qui l'ont fait avant toi, donc pourquoi est-ce que tu irais te plaindre et pourquoi ça t'atteindrait, et pourquoi tu sentirais telle ou telle émotion. Mais il y a beaucoup de tabous en fait, hein. Il y a beaucoup de choses qu'on ne disait pas autour de la maternité et justement des moments, des instants juste après l'accouchement. On est encore dans cette représentation un peu idéalisée de la maternité. Alors on en sort tout doucement, hein, et les langues se délient un petit peu, mais c'est vrai que ça ne se disait pas beaucoup, ou si on cherche pas, on n'avait pas beaucoup d'infos non plus sur ce qui se passe en tant que maman, sur toutes ces émotions, sur cette dépression postpartum. Oui, on a entendu parler du baby blues, mais vaguement. On sait pas trop ce que c'est, et on sait pas le tsunami qui arrive, que ce soit hormonal, que ce soit émotionnel, organisationnel à la naissance d'un enfant et surtout du premier. Et c'est des chamboulements assez importants. C'est à ça que tu as dû faire face en fait. Oui, c'est tous ces chamboulements auxquels j'ai dû faire face, et notamment, je pense, le plus gros et celui qui m'a affectée, c'est pendant ma grossesse, et c'est tous ces changements physiques. Alors, tu le sais que ça va changer, mais tu sais pas comment, tu sais pas à quel moment. Et puis, t'as beau le savoir, mais tant que tu ne le vis pas, y a rien à faire, tu sais pas comment tu vas réagir. Et moi, à l'heure actuelle, j'ai pas de souci à dire que non, j'ai pas aimé être enceinte. J'ai adoré sentir la petite bouger, j'ai adoré rentrer en contact avec elle, j'ai adoré aller voir les échos et tout ça. Mais ce que j'ai ressenti, notamment au niveau de tous ces chamboulements hormonaux, comme tu disais, ces changements d'humeur, cette fatigue, ces pétages de câbles où tu comprends même pas ce qui t'arrive. Tu te dis, oula, il y a quelqu'un qui est en train de me diriger. Et tout ça, au fait, on n'est clairement pas préparé et on n'en parle pas. On t'en parle pas. Et oui, tu as les grands stéréotypes de la femme enceinte et ses envies. La femme enceinte, elle est chiante. Au fait, j'ai envie de te dire, non, on n'est pas chiante, c'est pas parce qu'on a décidé tout d'un coup d'être chiante, c'est qu'il y a des trucs dans notre corps qui sont en train de changer. Notre corps a mis la priorité sur le fœtus, et plus spécialement sur nous. Et tout ça, c'est vraiment, moi, ça a été assez explosif. Maintenant que je le sais, je dirais pas non à avoir un autre enfant, parce que je sais, je connais, et j'aurai une autre vision. Et pareil aussi pour l'activité physique, toujours dans cette peur de mal faire. Et je pense qu'il y a énormément de mamans, encore à l'heure actuelle, qui sont dans cette peur de mal faire, même si les discours changent. On tend vraiment à dire, oui, si, faites de l'activité physique, vous pouvez continuer à courir s'il n'y a pas tel risque, si vous couriez déjà avant. C'est ça. Oui, vous pouvez continuer à faire du crossfit si vous en faisiez déjà avant, s'il n'y a pas tel risque. Et qu'on sort aussi un petit peu de ces grandes phrases, repose-toi, n'en fais pas trop, pense au bébé. Alors toi, maintenant, en tant qu'experte en fitness et en tant que maman, après avoir traversé cette expérience-là, cette période-là, quelles sont toi les plus grandes leçons que tu en as apprises pour essayer d'équilibrer ces deux rôles et de traverser ça, en maintenant justement ton activité physique, en prenant soin de ton corps et à la fois en devenant maman. Comment, qu'est-ce que tu en as retiré justement, tu me disais, je suis pas contre avoir un deuxième enfant. À quoi tu serais attentive pour une deuxième fois en fait? Ce que je regarderais vraiment avec
la plus grande attention, c'est mon énergie et mes différents besoins. Et vraiment, cette connexion à moi-même, et je pense que ça s'apprend. Et dans un monde idéal qui est le mien, ce serait que ça s'apprenne déjà dès le plus jeune âge. Et donc, moi, c'est quelque chose que je transfère à mes enfants, que je transfère aux mamans que j'accompagne pour qu'elles le transfèrent à leurs enfants. Et que, ben voilà, je sais pas moi, à 3 mois de grossesse, que je me dise, ok, là maintenant, de quoi est-ce que j'ai besoin? Est-ce que j'ai besoin d'aller marcher? Est-ce que j'ai besoin de juste me poser, lire un livre? Est-ce que j'ai besoin d'aller voir une copine et d'évacuer tout ce que j'ai à évacuer? Et donc, c'est vraiment, ouais, c'est être à l'écoute de soi et se dire, ok, j'ai le droit de ressentir tout ça, j'ai le droit d'avoir des besoins. Et en prenant soin de moi en premier, eh ben, je prends soin de mon bébé, je prends soin de mes enfants s'il y a déjà d'autres enfants, et puis je prends soin de ma famille, je prends soin de mes amis, et voilà. Et en fait, ça va être à grande échelle, quoi. Ça va se répercuter sur les autres aussi. Et me dire que je suis ma priorité, parce qu'en faisant de moi ma priorité, ben, je peux vraiment transmettre les valeurs qui me tiennent à cœur et vraiment faire évoluer les choses et ne pas être complètement à côté de mes pompes et à côté de la plaque, quoi. Et d'ailleurs, oui, enfin, moi je le vois aussi hein, dans mes consultations, dans mes accompagnements, faire de soi sa priorité et l'importance de répondre à ses besoins, à ses propres besoins en priorité, c'est essentiel, mais quand on a déjà une vie de famille, c'est pas facile. Quand on a un nouveau-né, c'est pas facile. Tu peux nous en dire un peu plus, toi, sur les blocages que tu rencontres, les freins, ce que te disent les mamans et comment tu arrives à contourner un petit peu ces blocages avec elles. Comment tu amènes ça? Ben, un exercice assez puissant que je leur propose de faire assez rapidement dans le programme d'ailleurs, c'est de lister un petit peu toutes les choses qu'elles s'imposent. Et alors, à première vue, il n'y a pas beaucoup de choses qui vont venir. Et puis, à force de réfléchir, d'en discuter, elles vont se rendre compte que, par exemple, s'imposer de faire le ménage tel jour, ou de faire les courses tel jour, ou de faire autant de repas à maison, ou de, je sais pas, moi j'invente, repasser les thés d'oreiller, et enfin tout ça. Et à force d'en discuter avec elle, je dis, ok, où est-ce qu'il est noté? Est-ce qu'il y a une règle par rapport à ça? Et donc, on vient en fait travailler sur toutes ces injonctions, sur toutes ces croyances, et on en a tous, et toutes, c'est normal. On les a captées par notre vision, par nos schémas comportementaux, par la manière dont on a été éduqué. Donc, c'est pas du tout une critique ou le but de rendre coupable qui que ce soit. C'est juste de se dire, ok, est-ce que cette manière de fonctionner, là, à l'heure actuelle, me sert toujours? Est-ce que ça me sert de vouloir absolument cuisiner 7 jours sur 7 maison? Est-ce que ça correspond à mon rythme de vie, à ce que j'ai envie d'investir, oui ou non? Et c'est vraiment avoir des prises de conscience et de leur dire que rien n'est figé et de dire que, ok, jusqu'à tel moment tu fonctionnais comme ça, mais c'est pas pour ça que tu es encore obligé de fonctionner comme ça. De leur montrer que rien n'est une fatalité et rien n'est gravé dans le marbre ad vitam aeternam. Et de dire que pour, je sais pas moi, un certain laps de temps qui peut durer 1 mois ou 1 an, il y a moyen de faire autrement. Et que c'est pas... et toujours évaluer la gravité de la chose aussi, parce que ça, bon, on sait très bien que c'est... le plus beau job de notre cerveau, c'est de nous faire croire à ces 10 000 scénarios-là. Oui, il y a toutes les catastrophes, Voilà, c'est ça. Et d'évaluer et de se poser et de dire, ok, si je me mets à cuisiner déjà 5 fois semaine des repas maison, est-ce que c'est grave? Quel est le pire là-dedans qui pourrait se passer? Et juste au fait, en se posant ces questions, à chaque fois, ça fait retomber un peu la pression et dire, non. Et donc, c'est vraiment, analyser la situation globale. C'est sortir la tête de l'eau et se rendre compte que
on a toujours le choix. Et que la vie n'est pas une fatalité. Et c'est ça aussi, moi, ma mission, c'est de montrer que être maman, c'est autre chose que de courir partout, d'être stressée tout le temps, d'avoir une charge mentale de dingue, de devoir gérer tout aussi bien au niveau privé qu'au niveau professionnel, d'avoir des fuites urinaires. J'aime bien la placer, celle-là, à chaque fois. De mal dormir, d'avoir des problèmes de digestion. Enfin, voilà, je pourrais continuer la liste, mais je pense que pas mal d'entre vous vont vous reconnaître dans ce que j'ai dit. Et c'est pas une fatalité. Non. C'est déjà une super approche, vraiment de faire le point sur toutes ces injonctions-là. Et je parle aussi d'expérience, des femmes que j'accompagne. Il y a encore une étape pour faire de soi une priorité. Alors se débarrasser un petit peu des injonctions pour alléger un peu la charge mentale, puis la charge même physique dans les journées. Ça c'est ok, quelque chose qu'on peut un peu faire. Enfin voilà, qu'elles envisagent. Mais alors se mettre en priorité, c'est parfois très compliqué pour certaines personnes. Oui, parce que je pense qu'il y a cette croyance aussi de faire de soi sa priorité est égal à devenir égoïste. Et je pense qu'on a une mauvaise définition ou une mauvaise vision du terme égoïste. Et je pense qu'on confond très souvent ce terme avec égocentrique. Et je pense que c'est deux termes qui se mélangent. Égoïste, c'est vrai que c'est penser à soi, mais ça ne veut pas dire que parce que je pense à moi, je ne pense pas aux autres. Et je pense qu'il y a tout ce travail-là aussi à faire. Et puis après, voilà, en tant que femme, il faut savoir qu'on trimballe quand même énormément d'histoires derrière nous, qu'il y a beaucoup de choses, encore plus à l'heure actuelle où il y a de plus en plus de courants qui s'élèvent et de voix qui viennent un peu plus dire les choses et la place de la femme à nouveau, ça bouge. Mais voilà, je pense que c'est intéressant de petit à petit se détacher de la femme doit faire à manger, la femme doit élever les enfants, la femme doit gérer la maison. En fait, non. Enfin, j'ai envie de dire, on n'a aucun devoir. Le seul devoir qu'on ait, c'est envers nous-mêmes et de prendre soin de soi. Parce que moi, c'est ma vision. Si je ne prends pas soin de moi, je ne peux pas prendre soin de mes enfants correctement et de mon entourage correctement. Et je l'ai fait. Je me suis pliée en quatre pour eux. J'ai tout fait passer avant moi. Et m'en suis retrouvée à un moment donné où j'étais vidée. Mais vraiment, où j'avais plus envie de rien. Je savais même plus dire ce qui me faisait plaisir. Où j'étais, au fait, hyper irritable et le moindre truc m'énervait. Et puis je me suis dit, mais moi, c'est pas comme ça que je veux être, quoi. C'est pas ça l'image que j'ai envie de montrer à mes enfants, c'est pas les valeurs que j'ai envie de leur inculquer. Et je sais qu'il y a beaucoup de mamans qui nous écoutent qui sont conscientes de ça. Et je sais que le changement fait peur. Et j'en suis consciente parce que changer, c'est aller vers l'inconnu et l'inconnu fait peur. Et moi, c'est là que je vous invite à vous demander, est-ce que cette situation me convient ? Et pendant encore combien de temps je suis capable de rester dedans. Et c'est surtout ça, c'est un petit peu faire une évaluation et se dire, ok, si je décide de rester dans cette situation à l'heure actuelle, quelles en sont les conséquences ? Et est-ce que je suis prête à assumer ces conséquences ? C'est ça, ouais, tout à fait. Et c'est ça, en fait, se remettre au centre de sa vie, ça passe par je reprends mon pouvoir de femme, déjà, celui-là, et se dire, en fait, j'ai le choix et je suis responsable et j'ai le droit de dire non, en fait. Parce que quand on dit non, en fait, on dit oui à plein d'autres choses, c'est ça aussi. Mais je sais que c'est pas... c'est pas évident, c'est pas facile, ça se fait pas du jour au lendemain, et c'est pour ça que moi j'ai créé mon accompagnement, c'est pour ça que toi aussi t'es là pour aider, pour aiguiller, pour accompagner. Oui, c'est vrai, voilà, on travaille toutes les deux de manière holistique et donc toi tu ne te focalises pas juste sur l'aspect forme physique, tu analyses un petit peu tout ce qui se passe autour et justement
quels sont les désirs des femmes que tu accompagnes, qu'est-ce qu'elles ont envie de vivre, qu'est-ce qu'elles ont envie d'être dans leur vie. C'est ce que je fais aussi. Voilà, je me concentre pas uniquement sur l'assiette non plus. Donc on a cette approche en commun. Et donc toi tu parles aussi de pouvoir construire la vie dont les femmes rêvent, qu'elles puissent construire la vie qui leur correspond. Comment le sport, comment le fitness vient s'intégrer dans cette vision? Quel rôle il vient jouer là-dedans? Souvent, ce que j'entends par rapport au sport, c'est vraiment un besoin pour elles de faire du sport pour évacuer le stress, pour évacuer les tensions, mais surtout pour avoir un moment pour elles. Mm-hmm. Et donc, c'est vraiment un peu, on va dire, entre guillemets, un échappatoire. Et surtout, moi, ce que je les invite à faire, c'est remettre cette notion de plaisir. Parce que j'ai remarqué que beaucoup de mamans font du sport parce qu'il faut faire du sport. Elles doivent. Parce que, voilà, on a dit que. Oui. Parce que il faut retrouver son corps d'avant, tout de suite, le plus vite possible. Et je dois maintenir mon poids et maîtriser mon poids et maîtriser mon apparence physique. En fait, le sport, en général, quand on vient me voir moi, déjà... Voilà, voir une diététicienne, c'est déjà tout un chemin. Mais alors, si je parle de sport en plus de ça, dans la moitié des cas, j'ai dit un gros mot, quoi. Ah non, moi, le sport... Oui, comment tu gères ça, voilà? Comment tu fais changer d'avis par rapport à ça? Je pense qu'il y a beaucoup d'entre nous qui avons de très mauvais souvenirs des cours de sport à l'école, déjà. Mm-hmm. À nouveau, moi, c'est quelque chose que j'aimerais voir changer, mais ça, voilà, c'est encore un autre débat, un autre sujet. Et justement, moi, ça me permet aussi... Enfin, moi, je fais un peu le point, justement, par rapport à ce sport dans l'enfance, dans l'adolescence, parce que j'ai beaucoup de personnes qui arrivent et qui me disent « je suis pas sportive ». Mais en soi, être sportif, ça veut dire quoi? Parce que, est-ce que être sportif, c'est être Diable Rouge? Est-ce que c'est être Nafissa Toutiam? Est-ce que c'est être... je sais pas encore qui, mais est-ce que c'est ça ou non? Et au fait, quand on regarde la définition dans le dictionnaire, être sportif, c'est pratiquer une activité physique. Et voilà, et on en pratique tous une activité physique, puisque en général, on marche, ce qui est déjà une activité physique. Donc, voilà, je mets déjà un petit peu de la clarté là-dessus. Et puis, je leur rappelle que, à la base, un sport, c'est un loisir. Et un loisir, c'est censé faire plaisir. Plaisir. Voilà. Et donc, je réintègre cette notion de plaisir et je leur dis, mais tu as le droit de choisir une activité qui te fait du bien. Ouais. Et pas juste une activité qui est faite pour perdre du poids. C'est ça, ou voilà. Pour te raffermir. Ou pour, qu'est-ce que j'ai déjà encore entendu, éliminer la cellulite. Ou pour perdre le ventre de grossesse. Enfin, voilà. Et moi, j'essaye de vraiment dissocier, au fait, le sport de tout ça. Et plus mettre l'accent sur le plaisir. Et pour moi, le plaisir est une notion importante de nos vies. Parce que ça aussi, je me rends compte que énormément de mamans font les choses vraiment en mode automatique. Et quand je leur demande, mais qu'est-ce que tu fais pour te faire plaisir? Y a un gros blanc. Parce que, plaisir, ok, c'est quoi? Je sais pas. Oui. C'est quoi les loisirs? Qu'est-ce que vous aimez faire? Voilà. Et oui, souvent, et surtout avec les enfants en bas âge, voilà, parce qu'il y a eu les études, peut-être parfois qui ont pris beaucoup de place, beaucoup de temps, et puis après l'entrée dans la vie adulte avec le boulot, où on avait comme loisir un peu de sortir avec les amis et de se voir, et puis après les enfants sont arrivés et tout ça a tout chamboulé, et de fil en aiguille avec tout ce qu'on s'impose pour être un petit peu parfaite, c'est ça aussi, pour avoir la vie qu'on nous fait croire qu'on doit avoir aussi, parce que voilà, il faut avoir son boulot, être épanoui dans son boulot, être à fond dans son boulot, et puis être à fond dans son rôle de maman, et puis cuisiner des bons petits plats maison, cuisiner les collations pour ses enfants, jouer avec ses enfants, voilà. Et à force de faire les choses parce que on doit, il faut, et c'est comme ça. C'est vrai que on se pose plus la question de tiens finalement qu'est-ce que j'aime faire et qu'est-ce qui me fait vraiment plaisir moi dans ma vie, qu'est-ce que j'ai envie de mettre comme plaisir. Et c'est vrai que
l'activité physique, elle est souvent vue comme une chose en plus à faire. Je dois me maintenir en forme, je dois, voilà, que ce soit pour la santé, que ce soit pour l'aspect physique ou d'autres raisons. C'est souvent le je dois qui ressort par rapport à ça. Et t'as raison vraiment d'insister sur cette notion de plaisir. Il y a encore une autre contrainte, c'est vrai que quand on est maman, bon, alors on a un quotidien chargé. Comment tu fais pour intégrer facilement l'exercice dans le quotidien des mamans? Alors moi, je leur fais prendre conscience qu'elles ont le temps. Parce que une grande phrase qui m'horripile, c'est j'ai pas le temps. Et honnêtement, on va être très très honnête, si la plupart d'entre nous prenons notre petite boîte magique qui s'appelle téléphone et que nous regardons le temps que nous passons sur ce magnifique écran, je pense que le temps il est là. Hein? Ouais. C'est juste une question de priorité et de changement d'état d'esprit. Alors, dit comme ça a l'air magnifique, ça a l'air facile, mais non. Le cerveau, au fait, si vous lui répétez constamment « j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps », eh ben, il va finir par y croire. Et pour lui, c'est devenu son mode de fonctionnement. Et donc, il ne va pas vous pousser à prendre des actions qui vous montrent que vous avez le temps. Et pour lui, c'est une espèce d'ordre. Et donc, il va répondre à cet ordre. Par contre, le cerveau, comment il va se mettre en action ? C'est quand vous allez venir lui poser une question. Et au lieu de vous répéter constamment « j'ai pas le temps », demandez-vous comment est-ce que je peux faire pour trouver du temps. Et ça, c'est vraiment... Et en fait, c'est vraiment le pilier fondamental de mon accompagnement, c'est l'état d'esprit. Pour moi, tout part de l'état d'esprit, peu importe notre objectif dans la vie, que ce soit au niveau alimentaire, que ce soit au niveau sportif, que ce soit au niveau professionnel, enfin peu importe, c'est vraiment l'état d'esprit. Et une fois qu'on a travaillé vraiment sur cette croyance, c'est d'aller un petit peu regarder, donc de prendre du recul sur l'organisation globale, et c'est dire, ok, on va faire un exercice, tu vas noter sur papier, je préfère le format papier parce que ça permet de sortir les choses et d'avoir vraiment une vision globale. Tu vas noter toutes les activités que tu as sur ta semaine. Donc là-dedans, il y aura tes déplacements, ton travail, les déplacements pour les enfants, les horaires des enfants, etc., etc. Et au fait, très vite, de quoi est-ce qu'on va se rendre compte? C'est que sur la journée, il y a différents endroits, plic-ploc, qui sont là et qui sont disponibles. Oui. Et moi, ce que je leur apprends, c'est à fonctionner petit à petit. Un gros problème aussi, une grosse erreur de beaucoup de mamans, c'est de vouloir faire tout et beaucoup. Oui. Et de nouveau, des grosses séances. D'être dans le parfait, au fait. Tu vois? Si on fait pas 45 minutes de sport, ça sert à rien. Voilà, c'est ça. c'est ça. C'est une grosse croyance aussi. Hein. C'est ça. Mais comme je disais dans un de mes posts là récemment, comment est-ce que tu manges un éléphant? Par petites bouchées. C'est la même chose pour atteindre un objectif. Tu vas le faire par petits pas. Et donc, une fois qu'elles ont cette vision et qu'elles se rendent compte que oui, elles ont le temps là, c'est-à-dire, ok, qu'est-ce que tu peux faire à ce moment-là? Qu'est-ce que tu aurais envie de faire à ce moment-là? Est-ce que tu as envie de jouer avec tes enfants? Est-ce que tu as envie de te poser avec un bouquin? Est-ce que tu as envie de, je sais pas moi, admirer le paysage automnal? Est-ce que tu as envie de te faire 5 minutes d'étirement, de méditation, de yoga, de respiration, ou juste rien? Parce que rien faire, c'est bien aussi. Et en soi, être dans l'être, être détendu, être sereine, être apaisée, c'est très bien aussi. Et donc voilà, et j'en discutais encore avec une jeune maman par message qui me disait oui, je sais que je devrais faire des étirements, mais inclure tout ça dans le quotidien, c'est vraiment pas facile. Et surtout, une fois que la fin de journée est là, j'ai juste envie de me poser devant la télé. J'ai dit, ok, ça. Et pourquoi pas faire tes étirements devant la télé? Et puis elle me fait, ah ouais, j'y ai jamais pensé. Et en fait, c'est ça, vous n'avez pas besoin de modifier tout votre environnement, toute votre organisation. Regardez ce que vous faites déjà. Et j'en parlais aussi, c'est ce pouvoir de se créer des habitudes.
Et comment est-ce que je crée une habitude? C'est en regardant ce que je fais déjà dans mon quotidien. Donc, si tous les soirs, vous allumez d'office la télé, eh ben, la télé peut être votre déclencheur pour votre routine d'étirement. Ouais. Et Ça, après, la récompense, c'est de s'asseoir à côté de son conjoint ou de sa conjointe, ou seul aussi. Hein. Ça, c'est possible aussi. Hein. Mais c'est ça, hein, c'est aussi très efficace comme technique de pouvoir venir greffer une nouvelle habitude sur des routines déjà existantes. Ouais. C'est comme ça que ça fonctionne le mieux. J'en parlais il y a 2 épisodes dans un épisode qui était justement à propos de la volonté, du mythe de la volonté. Mais d'ailleurs, c'est ça aussi, hein, dans le sport, que ce soit dans l'alimentation, dans le sport, voilà. Tout axé sur la volonté, effectivement, ça ne fonctionne pas. Oui, ou motivation et discipline aussi. Voilà, c'est ça, exactement. Des mots qu'on aime bien nous ressortir. Dans le sport aussi, oui, c'est vrai. Plus spécifiquement, d'ailleurs, quels sont les besoins pour les femmes qui viennent d'accoucher, qui viennent d'avoir un enfant au niveau physique? Bon, après, il y a la rééducation du périnée qui se fait peut-être aussi avec une kiné ou une sage-femme. Mais est-ce qu'il y a d'autres besoins spécifiques pour les mamans, pour les toutes jeunes mamans? Bah, le premier besoin va être le besoin de se reposer. Et je sais que c'est encore très compliqué pour énormément de mamans et j'en freine très très régulièrement parce qu'elles se sentent pumped up assez vite et qu'elles ne comprennent pas pourquoi elles doivent se reposer. Et c'est dû à quoi ça, le fait de se sentir... pumped up comme tu dis à fond, c'est quoi? C'est les hormones qui sont pas encore descendues ou c'est c'est un peu un tout, hein. C'est t'as les hormones, je pense qu'il y a aussi une partie de croyance, il y a une partie d'un peu une peur de perdre le contrôle et de se dire si je ne fais pas comme avant, ben je sors de nouveau de ma zone de confort, je sors du connu, donc qu'est-ce qui va m'arriver? Et puis je pense qu'il y a aussi cette notion de performance et cette notion de au plus vite je dois avoir récupéré, au plus vite je dois avoir retrouvé mon corps d'avant, et là je vais pas me faire des copines et c'est pas grave, mais votre corps il sera jamais plus comme avant puisqu'il a porté la vie, et dès que votre corps enfante, ben il y a des changements ad vitam aeternam. Au niveau des ligaments, au niveau des tendons, au niveau de l'ossature. Et j'ai envie de dire, est-ce que c'est grave? De nouveau. Mais je pense qu'il y a ça aussi, il y a ce côté-là de performance, d'être le plus vite possible à nouveau comme avant. Et le avant, ben, c'était avant. Maintenant, c'est maintenant. Et l'importance du repos, c'est de laisser le corps se remettre de ces 9 mois. Et moi, c'est ce que j'explique aux coachs qui viennent en formation avec moi. On voit tous ces bouleversements hormonaux, on voit tous ces bouleversements au niveau ligaments, ossature, muscles et tout ça. Et c'est un véritable chamboulement. Et j'en ai un qui m'a dit, mais waouh, le corps, c'est une machine, mais invraisemblable. Et oui, mais dites-vous bien que s'il a mis 9 mois à créer ce magnifique petit être et puis à le faire sortir, il va lui falloir autant de temps pour récupérer. Et notamment un organe comme l'utérus, il récupère pas comme ça, il continue à saigner. Donc il y a des pertes de sang, hein, les fameuses lochies là, comme on appelle ça. Donc si vous perdez du sang, vous perdez une partie en fer aussi, donc vous perdez de l'énergie. Si vous allaitez, l'allaitement, ça, il y en a beaucoup qui vont aimer ce que je veux dire. L'allaitement, ça dépense plus de calories qu'une séance de jogging, hein. Donc tout ça n'est pas non plus à mettre à la poubelle. Et donc c'est vraiment prendre soin de soi au début. C'est je me repose, je fais attention à mon alimentation, parce que beaucoup de mamans en postpartum ne s'alimentent pas correctement, et je sais que c'est pas évident. Il y a la fatigue, le nouveau rythme aussi de suivre le bébé, ses réveils, ses besoins. Je sais que c'est très compliqué pour certaines mamans aussi de retrouver un certain rythme. Et puis s'habituer à ce nouveau rôle aussi, ce nouvel équilibre, parce que au début, on va passer, on était juste à 2, et puis on va être à 3, et puis peut-être à 4, 5, etc. Et à chaque fois, ça change et ça chamboule, et
Donc, ouais, vraiment, au début, c'est écouter son corps. Vraiment lui faire du bien, lui remettre de l'énergie. Et en termes d'activité physique, vous pouvez aller marcher, toujours en étant à l'écoute de votre corps. J'ai une collègue qui donne des cours de pilates qui peuvent être pris si je dis pas de bêtises, à 3 semaines postpartum, parce que c'est du pilates axé vraiment postnatal et qui est fait correctement. Ah, chouette ça. Ouais, et ça se fait à Genappe, au centre périnatal à Genappe. Donc ça, c'est une possibilité aussi. Mais moi, la question que je vous inviterais à vous poser, c'est pourquoi est-ce que j'ai besoin de refaire du sport? Qu'est-ce que j'ai vraiment envie, au fait? Ouais. Est-ce que c'est parce que, effectivement, j'ai trop de pression? Est-ce que c'est parce que j'ai envie de retrouver mon corps? Est-ce que c'est parce que j'ai besoin de m'évader? Est-ce que c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Et c'est d'être honnête avec vous-même, en fait. Et de vous dire, OK, j'ai besoin de faire du sport parce que. Ouais. Et pourquoi est-ce que c'est important pour moi? Et de vraiment creuser. Alors oui, je sais que c'est de l'introspection, que c'est pas toujours agréable, mais voilà, dites-vous que vous n'êtes pas seul. Moi, je suis spécialisée dans le domaine. Il y a des doulas, il y a des sages-femmes, il y a des psychologues. Enfin, il y a plein. Il y a des massothérapeutes, il y a des nutrithérapeutes, il y a des diététiciennes. Enfin, on est plein à être là à votre disposition et à pouvoir vous aider. Et il y a plein de choses que vous pouvez déjà faire en termes de mouvement, respirer, qui est quand même la base. Ouais. Ça aide aussi à diminuer le stress, à se calmer, à refaire un peu le point. Des exercices d'étirement, de mobilité. Et puis, petit rappel, c'est pas parce que vous ne suez pas, que vous n'avez pas mal partout, que ça ne sert à rien. Hein? Exactement. Ouais. Un coach qui m'a dit ça un jour quand je l'ai rencontré. Petite dédicace. Ouais, c'est ça. Je voulais encore te demander, on va arriver tout doucement à la fin de ce podcast. J'ai encore 2 questions. Oui. Dis-moi un petit peu, quel est un des plus grands mythes en matière de fitness que tu aimerais dissiper, notamment pour les mamans? Il y a celui-là, celui dont on vient de parler. Donc si tu sues pas et que t'as pas mal, c'est que c'est pas efficace. Donc ça, c'est déjà un mythe. Est-ce qu'il y en a encore un autre qui te vient comme ça en esprit, surtout quand on est maman? Oui, le corps parfait. Je pense que j'en ai parlé il y a pas longtemps et c'est une cliente qui m'a inspiré ça. Ouais. Et c'est cette recherche du corps parfait. Et ça, bon, ça vient depuis toujours. Hein. Avant les réseaux sociaux, on avait les pubs à la télé, on avait les magazines. On a eu quand même quelques célébrités aussi. Marilyn Monroe, pour ne pas la citer. Enfin, et après, pour moi, de ma vision à moi, c'est pas un corps parfait, mais voilà, chacun a sa vision, bien évidemment, propre. Il y avait Jane Fonda. Oui, mais voilà, c'est ça. Il y en a eu plusieurs. Et pour moi, c'est ça. C'est le mythe. Et c'est surtout un mensonge, au fait. Et moi, c'est toujours quelque chose qui m'a horripilé dans le monde du fitness. C'est quand on cherche, au fait, un peu des images de fitness, ben, on tombe sur quoi? On tombe sur ces nanas, là, toutes sèches, toutes tracées, avec vraiment, enfin, ouais, t'as pas un poil de graisse, t'as pas un bourrelet qui dépasse, t'as pas, enfin, pour moi, c'est pas un être humain, en fait. Mais après, chacun fait ce qu'il veut. Si elles sont bien comme ça me regarde pas, c'est pas mon problème. Oui. C'est juste le message qui est véhiculé, et même si on va regarder du côté masculin, parfois je me dis, mais waouh, mais qu'est-ce qu'on envoie comme image, quoi. Et c'est ça, au fait. Moi, c'est ce mythe-là de toutes ces influenceuses-là qui vous montrent qu'en faisant 3 tirages, là, vous allez avoir un dos bien tracé, qu'en faisant 5 montées de bassin, vous allez avoir des fessiers comme Kim Kardashian. Et voilà, après, j'ai envie de dire, de nouveau, demandez-vous, est-ce que c'est ça que vous recherchez? Et quel est le besoin derrière aussi? Oui. Et puis aussi, c'est quel prix je suis prête à payer, parce que si on n'a pas un corps naturellement mince et naturellement sec,
va falloir bosser à fond. Et alors, on ne sait pas ce qu'il y a derrière, hein, ces réseaux sociaux, ces images bien léchées. Est-ce que, combien de temps ces gens passent à s'entraîner? Ils sont généralement naturellement bien prédisposés à être musclés aussi génétiquement. Et puis, est-ce qu'il n'y a pas des troubles alimentaires derrière? Ouais. Qu'est-ce qui se passe aussi dans leur assiette? Enfin voilà, ça devient une vie qui est dédiée à l'aspect physique aussi. Est-ce que vous, dans votre vie, vous avez envie, voilà, de mettre le focus uniquement là-dessus et de dédier votre vie à avoir un corps parfait? Et peut-être que la réponse est oui. Et voilà, ça c'est ok, c'est votre choix. Mais si vous avez envie de vous épanouir avec vos enfants, de vivre d'autres choses, voilà, c'est peut-être à réfléchir aussi. À chacun ses priorités, ses valeurs, ses envies. C'est de nouveau une question de priorité, de choix. Mais toujours de se demander, comme tu viens de le dire, ok, j'ai fait ce choix-là, est-ce que j'assume les conséquences? Et aussi se demander de qu'est-ce que je vais transférer à mes enfants. C'est surtout ça. Et voir un petit peu l'impact que ça a. Et aussi regarder un petit peu tout ce que vous consommez sur les réseaux sociaux. Est-ce que les contenus que vous consommez vous font du bien ou ne font que constamment raviver cette petite voix dans votre tête qui vous dit « je ne suis pas assez »,« je me dégoûte »,« je suis moche », ou est-ce que, voilà, de nouveau, est-ce que ça vous sert ou est-ce que ça ne vous sert pas? Et puis, allez, si moi je regarde, étant dans le domaine, si je regarde la plupart de ces influenceuses, elles ne sont pas encore mamans. Elles ne le seront peut-être jamais. Voilà, c'est pas une obligation non plus, loin de là. Mais voilà, c'est facile à dire pour quelqu'un qui n'est pas maman de trouver 30 minutes, c'est facile. Eh ben non, c'est pas facile. Loin de là. Et je trouve que ces messages sont hyper culpabilisants et moralisateurs. Et d'ailleurs, moi maintenant, toutes ces personnes-là, je les ai baquées de mon fil d'actualité. Et je suis des personnes qui ont les mêmes valeurs que moi et il y en a plein des fit mums qui ont ces mêmes valeurs-là et qui sont très très intéressantes. Et c'est ça qui fait du bien aussi, c'est qu'on est de plus en plus à porter ce message-là et à dire, écoute, tu prends 1 an pour récupérer, tu prends 1 an. Moi, je vais être honnête avec vous, j'ai pris 3 ans à récupérer. Parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est que je suis passée en PMA. Et donc, en PMA, il y a tout ce qui est injection hormonale. Donc, ça aussi, pour toutes les mamans ou futures mamans qui nous écoutent là maintenant et qui sont en parcours PMA, sachez que ces hormones, ces transferts d'ovocytes ou autres, ça a un impact sur votre corps. Et c'est pas juste du tout doux. Hein, et ça va quand même impacter les choses. Et que là, à l'heure actuelle, d'ailleurs, je vais très bientôt en parler aussi sur mes réseaux, j'ai repris du poids. Pourquoi? Parce que j'ai été opérée il y a 6 mois, j'ai vécu une sorte de trauma. Mais tout ça, voilà, on n'en parle pas assez. Voilà. Oui, le poids, il n'a pas à être stable et complètement fixe au cours de la vie. Et quand on est maman, c'est tout à fait normal aussi que le poids varie et fluctue. Donc ça, c'est important à savoir aussi. On pourra peut-être encore en reparler une autre fois. On a tellement de choses à se dire. Je pense qu'on pourrait faire plusieurs épisodes, effectivement. C'est clair. Mais pour terminer, quel serait ton conseil numéro 1 pour nos auditrices et nos mamans qui cherchent à se sentir mieux dans leur corps sans suivre un programme hyper strict ou un régime restrictif? Alors, le conseil qui me vient là comme ça, c'est devenez votre meilleur ami. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est soyez la personne que vous êtes avec votre entourage. Très souvent, j'ai beaucoup de mamans qui sont super bonnes pour donner des conseils aux autres, pour être empathiques, pour être bienveillantes, pour être dans le respect. Et puis je me dis, mais pourquoi elles ne le font pas avec elles-mêmes en fait? Et je pense que beaucoup de choses partent de là, partent de cette relation que nous avons avec nous-mêmes, ces exigences que nous nous mettons à nous-mêmes. Et on pense qu'en étant dur avec soi, qu'en étant dans le dégoût, dans le manque de respect, ça va nous booster. Malheureusement, non, pas du tout.
Et un exercice que j'invite très souvent les mamans que j'accompagne à faire, c'est de prendre le temps de se rendre compte de la beauté de leur corps. De se poser et de se dire, ok, jusqu'à présent, mon corps m'a permis quoi? Alors, souvent, ce qui vient très vite, c'est oui, mes enfants, mes grossesses. Mais allez voir au-delà de ça et vous allez vous rendre compte qu'il vous a permis plein de choses et qu'il a toujours été là depuis le début. Et ce sera le dernier avec vous, hein, ça c'est clair et c'est net. Et que vous êtes votre corps et que votre corps est vous. Ça paraît peut-être un peu bizarre ce que je raconte, mais c'est la vérité. On n'est pas dissocié de notre corps. Et tout ce que vous vous racontez là-bas en haut à l'intérieur, votre corps il l'entend. Et donc c'est devenir sa meilleure amie, c'est changer un petit peu cette petite voix et se demander, tiens, est-ce que les pensées que j'ai là à l'heure actuelle me servent? Est-ce que je veux continuer à alimenter ces pensées? Oui ou non? Et de nouveau, si je choisis oui, quelles vont être les conséquences? Est-ce que je vais les assumer? Ou se dire, non, j'ai plus envie de ça. Et de partir depuis d'un état d'amour de soi, au fait. Et de montrer qu'on peut s'aimer. Et que s'aimer, de nouveau, c'est pas être narcissique ou c'est pas être un but de sa personne. Enfin, voilà, tout ce qu'on pourrait entendre. Et dire, non, moi je m'aime et je prends soin de moi parce que je m'aime, parce que j'ai choisi et parce que j'ai envie de ça pour moi. Et je pense que ça résoudrait énormément de choses, que ce soit chez nous, les adultes, que ce soit chez les adolescents, parce que je pense que ça, on en parle à mon goût pas assez, c'est tous ces problèmes d'image chez les adolescents, tous ces problèmes de troubles alimentaires. Pour le savoir aussi, Le sport aussi, enfin moi je vois énormément de gamins commencer à porter des trucs méga lourds, mais bon, ça c'est encore un autre débat. Donc voilà, soyez votre best friend. Génial. Un tout grand merci Clarisse pour tous ces conseils, ces petits exercices que tu as proposés. C'était génial de pouvoir te faire connaître à mes auditrices. Je suis sûre qu'elles auront adoré t'écouter et puis elles vont pouvoir te retrouver aussi sur tes réseaux sociaux, dans ton podcast. Je mettrai tous les liens dans la description de cet épisode pour qu'elles puissent te retrouver et voir comment travailler avec toi si elles ont décidé allez, c'est parti de reprendre du mouvement dans leur vie et qu'elles ont envie de faire ça de manière plus douce pour elles et avec beaucoup de sens aussi dans leur vie. Voilà. Encore un tout grand merci Clarisse, puis je suis sûre qu'on se retrouvera un jour encore sur ce podcast et de toute façon qu'on pourra retravailler ensemble. Oui, c'était vraiment avec grand plaisir et voilà, je suis là si vous souhaitez travailler d'une manière respectueuse, bienveillante, avec amour de vous, et d'une manière complètement différente que la plupart des coachs sportifs. Vraiment de travailler sur vous dans l'entièreté. Et puis si c'est pas avec moi, ça peut être avec quelqu'un d'autre. Quoi que vous fassiez, faites-le parce que vous l'avez choisi et que vous avez ressenti que c'était ça dont vous aviez besoin. Mais voilà, c'était un plaisir de partager tout ça avec Chloé. Merci beaucoup pour ton invitation. Ça m'a très fortement touchée et je serais très très heureuse de refaire plein d'autres épisodes avec toi. Ah oui, on aura encore plein de sujets à aborder. Un tout grand merci Clarisse, à bientôt. Merci à toi, au revoir. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Retrouve-nous lundi matin prochain pour un nouvel épisode. À bientôt et prends bien soin de toi.